l'enregistrement pour... Voilà, l'enregistrement est démarré. C'est parce que tu regardes les lives, les replays de Notre-Dame que j'enregistre les replays et que je les mets sur YouTube parce que je ne l'ai pas fait l'année dernière pour les hauts de Hurtebise. Donc voilà. Hop, bonsoir Lula Jess, premier live, bienvenue, et ben merci, welcome, j'espère que ça te parlera autour de notre lecture commune du Fantôme de l'Opéra. Alors déjà je voulais vous présenter The New Edition que j'ai trouvé pour 5 € au supermarché. Ne l'achetez pas, elle est pleine de coquilles. Il manque des signes de ponctuation, il y a des majuscules et des lettres qui n'ont pas à y être, il y a des mots qui ont été changés pour d'autres, je ne sais plus à quel moment, mais c'est à la place de toucher ou coucher, il y a une inversion et ça donne quelque chose de très scabreux à l'intrigue. Donc oui, le format est beau comme ceci du fantôme, et j'avais moins de remords à souligner des trucs, à encadrer des trucs dans quelque chose à 5 € plutôt que dans mon petit là que j'aime beaucoup, je trouve trop beau. Mais ne l'achetez pas, ou alors juste pour rigoler quoi. Donc, au programme ce soir, on fait les chapitres 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il n'y aura pas de chapitre 13 parce que il était beaucoup trop long et j'ai peur déjà que le live là soit long et condensé. Donc, on va y aller tout de suite. Est-ce que j'ai tous mes livres avec moi ? Je me suis promenée avec l'autre, non c'est bon, il est là. Ouais. Son petit livre, j'ai le même problème. Ben oui, ils sont trop bien ceux-là. J'ai vu qu'il y avait le Grand Monde qui existait. Mais le Grand Monde n'est pas à des prix raisonnables dans ces petites éditions, la bibliothèque des classiques. Oh, tout à fait Léa, c'est ambitieux pour ce soir, mais j'ai essayé de condenser pour qu'on avance un petit peu dans notre fantôme de l'opéra. Alors, déjà, pour les personnes qui n'étaient pas là au live précédent, quel rapport avez-vous avec The Phantom of the Opera ? Livre chéri, livre redouté, livre abandonné, classique cinématographique, classique des comédies musicales. Voilà, quel est votre rapport au fantôme ? Oui, je sais que tu as une super édition du Grand Monde. Alors, pas encore lu, je connais seulement la comédie musicale, ouais. J'avais déjà lu le livre, mais j'avais plusieurs adaptations. Ok. Moi, je me suis rendu compte que, à part une version tronquée d'un des vieux films du tout début du siècle dernier, et l'adaptation cinématographique de la comédie musicale et la comédie musicale vue aussi via des captations YouTube plus ou moins hasardeuses parfois, en fait, je n'ai pas vu beaucoup d'adaptations du Fantôme de l'Opéra, et surtout, enfin là, en recherchant des choses pour le live de ce soir, je me suis rendu compte que la version du film que j'avais vue était vraiment très très tronquée, et qu'en fait, a priori, elle est en version longue et complète, je suppose, sur YouTube. Voilà, bref. Bon, attaquons. Hop, alors, il faut bien que je mette ça en place. Attendez, voilà. Hop. Ah oui, là, je vous ai perdu si je fais ça. Hop, partage écran fantôme. Là, maintenant, si je fais ça, hop. Normalement, c'est tout beau. Je dois juste prendre mon téléphone à côté pour voir ce que vous êtes en train de dire. Parfait. Alors, live numéro 2. Un fantasmagorique triangle amoureux. Oh, je me fais toujours plaisir sur les titres des lives. Alors, nous allons donc voir la définition de fantasmagorique à travers ce live, et nous allons assister au triangle amoureux digne de Stephanie Meyers, qu'est Raoul, l'ange de la musique, et Christine Day. Hop. Les rappels pour les personnes qui n'auraient pas pu voir le replay ou qui n'étaient pas présentes lors du premier stream autour de la lecture commune. Les grands axes du roman que j'ai débroussaillés. Je rappelle, je n'ai pas de diplôme de lettres. Voilà, je suis juste passionnée et donc possiblement je fais des erreurs. Moi, mon vrai travail, c'est le théâtre. Donc, voilà. Donc dans les grands axes du roman, nous avons quand même une enquête. Le Fantôme de l'Opéra est un roman fantastique, un roman sur l'art et le beau monde parisien, un roman très drôle et ironique, un roman écrit pour le cinéma / la scène. Et donc, les axes qu'on avait vus
la dernière fois, eh ben, on les garde en tête pour l'étude de ces chapitres-là parce que vraiment, on est dedans. Chapitre 6. Le violon enchanté. Et donc, dans ce chapitre 6, nous allons apprendre les origines de Christine Daae. Et hop là. Donc, quelles sont les origines de Christine Daae? Pour faire ce live au niveau de ma bibliographie, je me sers. Attendez, il faut que je m'en sorte avec tous mes livres. Voilà. Je me sers de ce livre de Martine Kahn, Enquête sur le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, qui est très complet et qui aide beaucoup quand vous voulez un peu démêler ce récit labyrinthique qu'est le fantôme de l'opéra, parce que si moi je suis forte en digression, et ben je pense que j'ai trouvé mon maître. Je tiens à vous préciser que mon cher étang n'étant pas encore rentré, à un moment il va rentrer, il va y avoir des aboiements de chiens. Voilà, ne soyez pas surprise et surpris. Hop, alors il faut que je retrouve ma petite partie là. Voilà. Et le deuxième ouvrage dont je me sers, c'est celui de Anne-Marie Matzega-Bachelet, le roman de la voix entre mort et vivant, les voix enterrées dans le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Celui-ci, il est vraiment plus axé sur le rapport à la voix, comme le dit le titre, dans l'ouvrage de ce cher Gaston. Mais les deux font une étude assez complémentaire. Donc, revenons à Christine Daae. Eh bien, d'où vient-elle cette chère Christine ? On trouve dans les premiers cahiers manuscrits du fantôme de l'opéra un nom et un prénom qui est Pauline Bellini. Et au fur et à mesure des chapitres, on voit une rature et c'est marqué remplacer Pauline par Christine. Parce qu'en réalité, au départ, notre cher Gaston, eh ben, sa cantatrice, c'était une fille inspirée de Pauline Viardot, qui était cantatrice. Je vous ai pas mis de photo d'elle, c'est vrai, j'ai pas cherché. Et de Vincenzo Bellini. Il avait fait un mélange entre ces deux personnages réels, puisqu'on se rappelle que Gaston Leroux est journaliste et qu'il aime bien prendre les gens du réel, faire ses mélanges pour faire ses histoires. Et Vincenzo Bellini était lui compositeur de musique. J'aurais pu vous chercher une musique de Vincenzo, mais j'avoue, je n'ai pas eu cette cette assiduité. Et en fait, cette fille, Pauline Bellini, avec ce nom italien, elle était décrite comme une fille du Sud, une méditerranéenne, une Esmeralda, presque. Notez que là, je commence à vous faire des petits clins d'œil par rapport à un autre roman dont Nina a parlé déjà au début. Mais voilà, pour l'instant, je n'en dis pas plus. Mais donc, ça aurait dû être une fille du Sud, des longs cheveux bruns, la peau mate, les yeux noirs. Voilà, le prototype, entre guillemets, de la bohémienne qu'on retrouve beaucoup au 19e, que ce soit la Esmeralda ou Carmen, et dans d'autres romans aussi, dans des nouvelles de Balzac, je crois que, enfin voilà, ce type-là, ce profil méditerranéen-là, de la sorcière qui envoûte, tout ça, et bien en fait, au départ, Christine Daae, elle n'était pas du tout donc suédoise et blonde aux yeux bleus et belle comme un ange et pure, non, elle avait déjà cet aspect de la gitane, quoi. Et finalement, pourquoi Pauline est devenue Christine? On ne sait pas vraiment, mais on sait de qui notre cher Gaston s'est inspiré pour créer son personnage de Christine Daae. Il y a tout d'abord, vous le voyez à gauche comme moi normalement, vous avez le portrait en noir et blanc de Christine Nilsson, qui elle était suédoise comme Christine Daae. Elle est née en 1843 et morte en 1921, et elle a beaucoup de similitudes avec notre Christine Daae, que ce soit son histoire familiale, son physique. Regardez là, le physique de Christine Nilsson, on imagine tout à fait notre Christine Daae dessus. Elle était une cantatrice incroyable et elle a interprété les mêmes rôles que Christine Daae. Il s'inspire aussi d'une deuxième cantatrice, cette fois-ci qui est finlandaise, qui est Aino Akte. Alors désolé, vraiment, les langues, c'est moi, c'est pas trop ça, et en plus, les langues que je connais vraiment pas, j'ai pas la maîtrise. Elle est née en 1876 et elle est décédée en 1944. Et elle a été encensée par énormément de critiques. Elle était considérée comme
un ange descendu du ciel avec sa voix et qui venait nous émerveiller, nous les mortels. Et elle a fait ses débuts à l'Opéra de Paris dans le rôle de Marguerite, comme notre chère Christine, la semaine dernière. Christine Nilsson avait entendu Aino acter, elle trouvait qu'elle chantait très bien. Enfin voilà, les deux cantatrices n'ont pas interprété les personnages sur la scène de l'opéra en même temps, puisque Christine Nilsson est de 30 ans plus âgée que Aino. Mais voilà donc nos deux inspirations pour Christine Daae. Le nom de famille, Daae, d'où vient-il ? Eh bien, c'est une origine danoise norvégienne. Alors, on a plusieurs hypothèses de pourquoi Christine Daae. La première hypothèse viendrait d'un conte d'Andersen, ce qui pourrait être plausible puisque, on va le voir dans le chapitre, Gaston connaissait les contes d'Andersen. Mais connaissait-il celui-ci ? On ne sait pas s'il avait été très diffusé ce conte-là. Donc le conte d'Andersen s'appelle « Le vent raconte l'histoire de Valdemar Daae et ses filles ». Voilà. Hypothèse numéro 2. La femme d'Ibsen, Ibsen est un dramaturge norvégien, s'appelait Susanna Daae Thoresen. Et il aurait fait un clin d'œil, enfin voilà, il aurait trouvé grâce à elle un nom d'originaire de Scandinavie pour voilà, créer son personnage de Christine Daae. Et bien moi non plus, Nina, je ne connaissais pas du tout ce conte de ce cher Andersen. Voilà, je ne sais même pas ce qu'il raconte, je n'ai pas eu cette curiosité-là, mais peut-être on aura du temps pour le voir. Donc voilà l'origine de Christine Daae, puisque là, tout ce chapitre, on va découvrir qui elle est, d'où elle vient, son histoire, comment elle a rencontré Raoul, comment ils se connaissent, tout ça. C'est un chapitre à la fois, c'est un très long chapitre que j'ai trouvé très beau, flashback sur les origines de Christine, hop, je vais retourner par là, et sur ce qu'il se passe par la suite. Et le titre du chapitre, Le violon enchanté, englobe bien toute l'histoire de Christine. Ça commence par Christine Daae, victime d'intrigues sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Donc à nouveau, hop, Gaston, il nous saisit. Effet de suspense, de tension. Ah, elle a été victime de trucs qui vont se passer, mais ça, je vous le raconterai plus tard. Pour l'instant, revenons dans le passé. J'ai beaucoup aimé ce petit passage au début du chapitre. Quand on l'entend dans Hamlet, on se demande si Shakespeare est venu des Champs-Élysées lui faire répéter Ophélie. Il est vrai que, quand elle ceint le diadème d'étoiles de la Reine de la Nuit, Mozart, de son côté, doit quitter les demeures éternelles pour venir l'entendre. Mais non, il n'a pas à se déranger, car la voix aiguë et vibrante de l'interprète magique de sa flûte enchantée vient le trouver dans le ciel, qu'elle escalade avec aisance, exactement comme elle a su, sans effort, passer de sa chaumière du village de Scotteloff au palais d'or et de marbre bâti par Monsieur Garnier. C'est très très beau. On sent que Gaston Leroux avait un rapport assez fusionnel à la musique et à l'opéra, quoi. Enfin, c'est rare aujourd'hui qu'on décrive des voix ainsi et qu'on ait vraiment un roman sur la voix et sur ce que ça fait. Et les voix sont des personnages à part entière, en fait, dans le fantôme de l'opéra. La preuve, c'est que le fantôme, là, pour l'instant, c'est quand même beaucoup une voix dans l'opéra. On a les on-dit de ce à quoi il pourrait ressembler, mais avant tout, nous, on l'a entendu et on va continuer à l'entendre. Donc, on continue toute notre histoire. Hop. Donc, notre Christine, on ne sait pas pourquoi, mais après son triomphe dans Faust, hop, elle disparaît, on la trouve plus, elle vient plus, elle veut plus venir, tout ça. Notre pauvre Raoul est désespéré, pauvre amoureux, mais ensuite, hop, je coupe ça. Et il reçoit tout de même un petit mot de Christine qui lui dit « Monsieur, je n'ai point oublié le petit enfant qui est allé me chercher mon écharpe dans la mer. Et je ne puis m'empêcher de vous écrire cela aujourd'hui où je pars pour Perros, conduite par un devoir sacré. C'est demain l'anniversaire de la mort de mon pauvre papa que vous avez connu et qui vous aimait bien. Il est enterré là-bas avec son violon dans le cimetière qui entoure la petite ville, blablabla. Bla. Donc Raoul... Il se précipite à la hâte et il se jette dans le premier train, mais il arrive en retard et donc il n'arrive pas en même temps que Christine à Perros-Guirec. Voilà. On a un petit moment où quand même la relation, enfin les sentiments de Raoul à Christine ne sont pas sains du tout. Si vous aimez quelqu'un au point de la manière en tout cas dont Raoul aime Christine, il faut vous poser des questions puisque on nous dit il l'aimait à en étouffer. Pas à étouffer Christine quand même parce que là ce serait vraiment problématique, mais lui à s'étouffer. Donc peut-être c'est un peu trop grand pour lui ses sentiments et voilà, ça peut lui faire des erreurs à ce grand garçon.
Donc pendant qu'il se rapproche de sa douce, qui est partie à Perros-Guirec, il se remémore toute la vie de Christine. Voilà. Et nous, on a un « il y avait une fois ». Voilà, et surtout ça, j'aime beaucoup d'un coup dans le roman, ce côté récit enchâssé, et où on reprend la formule magique des contes « il était une fois ». Et donc là, on plonge dans un conte, en fait, et qui va nous raconter la vie de Christine, qui avait un père musicien, violoniste précisément, et une mère qui était malade, et en fait qui est morte très vite. Et ils vivaient donc dans le Nord, voilà. Ils allaient de foire en foire, et elle chantait déjà très très bien, c'était très touchant, le duo. Partout, elle émerveillait un chacun par sa beauté, sa grâce et sa soif de bien dire et bien faire. Donc il y a le professeur Valérius qui la ramène en France. Lui et sa femme accueillent Christine et son père. Ils traitent Christine comme leur fille. Et voilà, là, Christine grandit et ils vont en vacances à Perros-Guirec et la famille de Raoul aussi va à Perros-Guirec et voilà. Alors après on nous dit quoi? Un ange du paradis, une voix si douce, si pure, et on nous dit de Raoul et Christine. Tac, 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 tac. Ils avaient à peu près la même petite âme rêveuse et calme. Ils ne se plaisaient qu'aux histoires, aux vieux contes bretons, et leur principal jeu était d'aller chercher au seuil des portes, comme des mendiants. Madame ou mon bon monsieur, avez-vous une petite histoire à nous raconter, s'il vous plaît? Là, en fait, on nous dit Christine, c'est quelqu'un de crédule qui aime beaucoup l'imaginaire et qui a longtemps été plongée dans les contes. Et a priori, d'après les ouvrages que j'ai lus, on nous dit que les gens du Nord sont connus pour être très friands de contes et comment dire, et de croire volontiers à l'invisible plus que nous. Peut-être parce que la christianisation est arrivée plus tard chez eux, ça j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les pays du Nord, on a encore ces petites offrandes aux petits peuples des fées, par exemple. Et donc, Gaston Leroux se sert de ça pour que son personnage de Christine soit à même à croire à l'impossible, à l'invisible, en tout cas. Et donc, le père Daé leur raconte plein d'histoires à ses enfants. Voilà. Et il leur raconte notamment l'histoire de l'ange de la musique, que je vous lis à présent. La petite Lotte pensait à tout et ne pensait à rien. Oiseau d'été, elle planait dans les rayons d'or du soleil, portant sur ses boucles blondes, tiens, des boucles blondes comme Christine, sa couronne printanière. Son âme était aussi claire, aussi bleue que son regard, les yeux bleus comme Christine. Elle câlinait sa mère, elle était fidèle à sa poupée, avait grand soin de sa robe, de ses souliers rouges. Bon, les souliers rouges, je me suis juste permis de l'entourer parce que c'est un clin d'œil aux chaussons rouges. Alors, je n'ai pas fait des recherches pour savoir si les chaussons rouges étaient une légende. Enfin voilà, ça c'est prévu pour des autres vidéos, d'autres choses. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Et de son violon. Mais elle aimait par-dessus toute chose entendre, en s'endormant, l'ange de la musique. Pam pam pam. Et Christine pensait que la petite Lotte était bien heureuse d'entendre en s'endormant l'ange de la musique. Il n'était guère d'histoire du père Daé où n'intervint l'ange de la musique, et les enfants lui demandaient des explications sur cet ange à n'en plus finir. Le père Daé prétendait que tous les grands musiciens, tous les grands artistes reçoivent au moins une fois dans leur vie la visite de l'ange de la musique. Cet ange s'est penché autrefois sur leur berceau, comme il est arrivé à la petite Lotte, et c'est ainsi qu'il y a de petits prodiges qui jouent du violon à 6 ans mieux que des hommes de 50, ce qui, vous l'avouerez, est tout à fait extraordinaire. Quelquefois, l'ange vient beaucoup plus tard parce que les enfants ne sont pas sages et ne veulent pas apprendre leur méthode et négligent leur gamme. Quelquefois, l'ange ne vient jamais parce qu'on n'a pas le cœur pur ni une conscience tranquille. On ne voit jamais l'ange, mais il se fait entendre aux âmes prédestinées. C'est souvent dans les moments qu'elles s'y attendent le moins, quand elles sont tristes et découragées. Alors l'oreille perçoit tout à coup des harmonies célestes, une voix divine et s'en souvient toute la vie. Les personnes qui sont visitées par l'ange en restent comme enflammées. Elles vibrent d'un frisson que ne connaît point le reste des mortels, et elles ont ce privilège de ne plus pouvoir toucher un instrument ou ouvrir la bouche pour chanter, sans faire entendre des sons qui font honte par leur beauté à tous les autres sons humains. Les gens qui ne savent pas que l'ange a visité ces personnes disent qu'elles ont du génie. Et donc, par rapport à ça, mais je voulais vous demander, vous, ce que vous en pensez de cette histoire d'ange de la musique, de votre rapport à ce qu'on appelle le talent. Y croyez-vous ou non?
Est-ce quelque chose où vous êtes sensible? On dit aussi parfois des artistes qu'ils ont une aura, que certaines brillent plus que d'autres. Voilà, je voulais savoir quel était vous, votre rapport avec ça avant d'aller plus loin, parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler sur l'ange de la musique. Étant moi-même artiste, c'est quelque chose dont on nous rabâche un peu les oreilles. Alors pas l'ange de la musique, mais cette histoire de talent, de petits trucs en plus. Alors on nous dit, il faut énormément travailler, il faut apprendre ses textes, il faut passer sur la scène encore et travailler ses personnages et travailler sa diction, son phrasé, sa culture, son imaginaire, tout ça. Mais on nous dit, mais par contre, ben, peut-être que vous aurez beau travailler, et ben en fait, il y a certaines d'entre vous qui ont une aura et d'autres qui ne l'ont pas. Et ça, c'est de naissance et vous ne pourrez pas l'acquérir. Et je trouvais que c'était affreux de dire ça. Et je trouve que c'est injuste. Enfin, vraiment, il y avait ce truc de dire non, mais là, il y a quelque chose en plus. Et très souvent, en fait, ce quelque chose en plus, je pense qu'il s'explique par d'autres choses que du talent, mais juste parfois, il y a des gens qui nous paraissent un peu plus étranges ou en décalage. Et voilà, d'expérience, je pense que ça s'explique par d'autres choses que le talent, poum, qui est tombé sur cette personne. Alors, je pense que... Alors, un conte d'Andersen que j'aime beaucoup est aussi un film envoûtant. Ah ouais? Oh, je le connais pas celui-là. Je pense que certaines personnes peuvent avoir une prédisposition, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille. Voilà, entièrement d'accord, tout à fait. Je pense que certains ont un don, une sensibilité particulière qui les prédestine d'une certaine façon. En revanche, le travail seul permet d'atteindre ces sphères particulières de là. Bon, bah en gros, on est d'accord. Mais on a des facilités chacune dans plein de domaines. Hein. Voilà, il y a les matheux qui vont être doués en calcul mental, et puis mais c'est pareil, il faut le travailler pour que ça devienne vraiment automatique. Mais c'est partout. Mais j'ai l'impression que dans l'art, on aime bien dire que c'est inné et il n'y a pas beaucoup de travail. Voilà. Voilà, et c'est pas du travail, mais c'est juste inné. Et comme ça permet de ne pas payer très cher les artistes, puisque c'est inné, et donc ils ne le travaillent pas. Il y a aussi le milieu social et donc l'éducation qui aide aussi, bien entendu. Mais voilà, forcément. Il y a des gens, ils ont des... Nous, on les voit, par exemple, des élèves parfois en intervention. On se dit, ouais, mais lui ou elle, il a un truc de dingue. Il faut... Enfin, si... Et pourtant, c'est pas des élèves qui font du théâtre ou qui font de la scène, mais parfois, effectivement, il y a quelque chose, on se dit, tiens, il y aurait des choses à travailler pour donner plein de codes et plein de trucs, quoi. Mhm. Si tu as les moyens d'entretenir une passion, un art, c'est sûr que tu vas développer davantage ton talent. Peut-être une excuse pour ne pas donner la peine d'essayer. C'est-à-dire, comment ça dire? C'est quoi l'excuse pour pas se donner la peine d'essayer? Les gens qui disent que c'est inné de toute façon. Excusez-moi, j'ai mis un peu trop chaud le radiateur. Je mets moins chaud. Hop. Me revoilà. Bon. On avance. Le père d'Ae meurt. Voilà, se dire que c'est inné. Oui, tout à fait. Hop. Je vous reprends plus tard, si j'aurai plus de batterie sur le téléphone. Et 3 ans plus tard, Raoul et Christine se retrouvent. En fait, c'est un roman d'amitié, un amour de vacances. Raoul et Christine qui se retrouvent sur la plage à Perros-Guirec et maintenant ils sont des jeunes gens, donc c'est plus tout à fait pareil. Voilà. J'aime beaucoup ce petit passage-là parce que je ne sais pas si vous avez connu ces amours de vacances ou quoi, ou en tout cas ces personnes avec qui vous avez partagé un bout d'enfance, vous ne les revoyez pas pendant des années et d'un coup vous vous revoyez, vous êtes adolescent, adolescente et en fait les rapports sont plus les mêmes d'un coup parce qu'il y a toutes les cartes qui sont remises en jeu. Alors il y a ce beau passage là qui dit: ils étaient tout à fait changés. Ne reconnaissaient point leur personnage qui semblait avoir acquis une importance considérable. Ils étaient prudents comme des diplomates et ils se racontaient des choses qui n'avaient point à faire avec leurs sentiments naissants. Quand ils se quittèrent au bord de la route, Raoul dit à Christine en déposant un baiser correct sur sa main tremblante: Mademoiselle, je ne vous oublierai jamais. Et il s'en alla en regrettant cette parole hardie car il savait bien que Christine Daae ne pouvait être la femme du vicomte de Chagny. Et là en plus c'est triste parce que Christine Daae n'est pas du même rang que Raoul, donc il sait que c'est impossible, mais il sait que c'est l'amour de sa vie qu'il n'oubliera jamais. Voilà. Après, on a quand même... Raoul a quand même des gros problèmes. C'est-à-dire que Raoul est quand même un très gros stalker. Je l'avais déjà dit au live précédent, mais là, on nous dit que Raoul revint les
l'écoutait. Il la suivait dans les coulisses. Il l'attendait derrière un portant. Il essaya d'attirer son attention. Plus d'une fois, il l'accompagna jusque vers le seuil de sa loge, mais elle ne le voyait pas. Mais Raoul, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de suivre Christine. Bon, bref. Après, on a, à nouveau, quand je vous disais, dans les grands axes, il y a un roman comique. On a Raoul qui marche, donc, et là, on a « Oh, cette côte est longue !» 3 petits points. « Longue !» 3 petits points. Et on a plein de 3 petits points, et donc on imagine très bien, notre Raoul, il fait « Ah, c'est long. Ah, c'est long. » Jusqu'à ce qu'il rejoigne le petit cimetière, tout ça. Bref. Alors, on a ensuite, il est pas tout de suite au cimetière, effectivement. Il est à l'auberge, déjà. Donc, Christine revient de la messe. Raoul lui dit « Est-ce que votre papa vous a dit que je vous aimais, Christine, et que je ne puis vivre sans vous ?» Voilà, j'ai mis pressé dans la marge. Raoul, il a plus le temps. Là, ça y est, c'est fini. Il ne tient plus, Raoul. Christine lui dit « Moi, mais vous êtes fou, mon ami. » Elle éclate de rire pour se donner, comme on dit, une contenance. « Ne riez pas, Christine, c'est très sérieux. » Et elle réplique grave « Je ne vous ai point fait venir pour que vous me disiez des choses pareilles. » Voilà. Et donc, Raoul, il la trouve étrange, Christine. Il trouve que elle souffle le chaud et le froid avec lui, parce que, par exemple, dans la loge, elle a ri quand il lui a dit « Mais j'étais le petit garçon qui a rattrapé votre écharpe dans la mer. » Et elle lui a envoyé comme missive « Je me souviens très bien de ce petit garçon. » Il dit « Mais pourquoi elle a ri si elle se souvient de moi ?» Voilà. Hop. Alors. Hop. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore. Formidable. Alors, hop. Je ne sais pas si je vais réussir à m'en débarrasser, les amis. Hop. Parce que mon modérateur n'est point là. Alors, hop. Tac, tac, tac. Ils nous ont encore trouvés. Ils nous trouvent toujours. J'essaie de trouver des horaires où ils ne nous trouvent pas. Alors, attendez, je vais essayer de le gérer directement sur l'internet. Excusez-nous. Excusez-moi. D'ailleurs, si vous voulez être modératrice, faites-moi signe. Puisque maintenant, ça va être plus compliqué d'avoir... écoute, parfait. Merci, Nina. Je ne sais pas comment je peux faire ça. Là, est-ce que je peux faire ça en direct? Communauté, gestionnaire des rôles, tous les rôles, modérateur. Alors, je vais ajouter. Hop. Voilà. Hop là. Nina, tu as été adoubée du rôle de modératrice. Voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne chez toi. Mais bon. Alors. Il est où ce monsieur là? Faut que je supprime. Bon. Continuons notre aventure. D'après ce que j'ai réussi à faire, ça a l'air de fonctionner. Donc, on a notre Raoul qui nous dit « Le jeune homme est stupéfait lui-même de cette querelle subite. » Voilà. Il se dit qu'un mari, même pour un mari ou un amant, il irait un peu loin. Voilà, donc vraiment, Raoul va trop loin dans sa tête. Il s'irrite, il se juge stupide, mais il continue. Voilà, il ne trouve d'autre issue à cette ridicule situation que dans la décision farouche qu'il prend de se montrer odieux. Voilà, Raoul n'y arrive pas. Il n'est pas sain. Clairement, moi, j'aime pas Raoul.
Dans le film, comédie musicale, tout ça, j'étais team Raoul. Vraiment, en lisant le livre, je ne suis pas du tout team Raoul. Après. Ah mais oui, mais du coup, vous êtes spoilé avec ça. Parce que vous avez la compagnie créole et tout. Ah, attendez. J'ai une toute nouvelle interface, je vais faire de mon mieux. Merci Nina. Tu fais comme tu peux. Hop, alors revenons là. Hop. Très bien. Christine, elle l'a répartie parce qu'elle dit si quelqu'un me gênait, mon ami. Interrompit Christine sur un ton glacé. Ce devait être vous puisque je vous ai mis à la porte. Bref, tout ça. On va avoir ensuite Christine qui va aller au cimetière avec des roses rouges. Et là, il y a un très beau passage. C'était de miraculeuses roses rouges qui paraissaient écloses du matin dans la neige. C'était un peu de vie chez les morts, car la mort là était partout. Elle aussi débordait de la terre qui avait rejeté son trop-plein de cadavres. Des squelettes et des crânes par centaines étaient entassés contre le mur de l'église, retenus simplement par un léger réseau de fils de fer qui laissait à découvert tout le macabre édifice. Les têtes de mort, empilées, alignées comme des briques consolidées dans les intervalles par des os fort proprement blanchis, semblaient former la première assise sur laquelle on avait maçonné les murs de la sacristie. La porte de cette sacristie s'ouvrait au milieu de cet ossuaire, tel qu'on en voit beaucoup au long des vieilles églises bretonnes. Donc là, c'est très beau, on est vraiment dans du gothique, en fait. Et c'est vraiment, moi, c'est cette partie du cimetière et tout, ça a été ma préférée. Voilà, dans l'église, avec les ombres glacées, la pâleur cadavérique de Christine, la lande déserte et désolée. Voilà, c'est très très beau. Voilà, ça a été vraiment mon passage préféré pour l'instant et c'est mon voilà. Et Christine lui dit que il y a l'ange de la musique qui est là et que Raoul, la voix qu'il a entendue dans sa loge, c'est donc la voix de l'ange de la musique. Elle les rassure, elle se dit je ne suis pas folle, quelqu'un d'autre a entendu la voix et Raoul se dit la pauvre, il y a un homme qui essaye de se jouer d'elle. Ils ne sont pas d'accord sur la nature de la voix. J'avance dans notre chapitre, tout ça, puisque, en fait, on va avoir un incident où Christine s'en va, une fois qu'ils se sont disputés encore à un autre moment. Elle fuit, et le lendemain, on retrouve Raoul quasi glacé, plus mort que vif, et on va lui demander ce qu'il s'est passé au commissariat bien des années plus tard, et donc on a le récit rapporté de Gaston Leroux qui nous fait, pas l'interview, l'interrogatoire de Raoul. Ah, Jason arrive, donc les chiens vont faire des wawas. Il n'y avait personne dans le cimetière. Raoul répond je ne vis personne. S'il y avait eu quelqu'un, je l'aurais vu. On ne pouvait pas se cacher derrière les tombes. Non, monsieur, vous êtes superstitieux. Vous êtes superstitieux. Non, monsieur, je suis croyant. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Très sain et très tranquille. Blablabla. Je résolus du reste de ne point la troubler. Quand elle fut parvenue à la tombe de son père, je restais à quelques pas près d'elle. Voilà, Raoul n'est jamais très loin de Christine. Christine ne se rend pas compte qu'il est là. Voilà, donc elle a quand même, a priori, 2 hommes qui sont toujours très très près d'elle, trop près d'elle. À ce moment, minuit sonna. Roman gothique. Le 12e coup tintait encore à mon oreille quand soudain je vis la jeune fille relever la tête. Son regard fixa la voûte céleste, ses bras se tendirent vers l'astre des nuits. Elle me parut en extase et je me demandais encore quelle avait été la raison subite et déterminante de cette extase quand moi-même je relevai la tête. Je jetai autour de moi un regard éperdu de tout mon être et je me tendis vers l'invisible. Attendez, c'est infernal, je vais vous couper le micro. Il ne voit plus, je recoupe, il revient. Scrooge! Je continue, je ne lâche pas. Donc il y a la musique qui arrive, la musique de l'invisible. Christine et moi l'avions déjà entendue en notre jeunesse, mais jamais sur le violon du père Daé. Elle ne s'était exprimée avec un art aussi divin. Je ne pus mieux faire en cet instant que de me rappeler tout ce que Christine venait de me dire de l'ange de la musique, et je ne sus trop que penser de ces sons inoubliables qui, s'ils ne descendaient pas du ciel, laissaient ignorer leur origine sur terre. Il n'y avait point là d'instrument ni de main pour conduire l'archet. C'était la résurrection de Lazare, que le père Daé... Mes petits loups. Oh, Didine.
Je m'attendis presque à voir se soulever la peinture du tombeau la pierre du tombeau du père de Christine. L'idée me vint aussi que Dae avait été enterré avec son violon. En vérité, je ne sais pas pourquoi dans cette minute funèbre et rayonnante. Voilà, on a l'impression que le violon prend vie. Et donc là, j'en viens à vous parler d'une des inspirations de Leroux, qui est, hop, je reprends, c'est pas ça, je reprends ça, tap tap, hop, par ici, partage écran fantôme, là, hop, le violon de Crémone. Le violon de Crémone est un conte de Hoffmann qui fait partie des contes fantastiques qui ont été publiés entre 1830 et 1832. Le résumé de ce conte de Hoffmann, c'est un soir dans la petite ville de H. Tout le monde s'assemble sous les fenêtres du conseiller Crespel. Une sublime voix de femme s'élève dans la nuit. C'est la belle Antonie qui chante pour la dernière fois, car depuis ce jour, pour une raison mystérieuse, l'excentrique Crepsel empêche la jeune fille de chanter et la garde jalousement enfermée dans sa maison. Alors je ne sais pas quel est votre rapport au conte d'Hoffmann. Personnellement, j'aime beaucoup Hoffmann et je n'ai pas encore tout lu de lui parce que j'aime bien les découvrir un peu de temps en temps au fur et à mesure. Et par contre, j'aime énormément l'opéra Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach, qui est un de mes opéras préférés. En tout cas, dans cet opéra de Offenbach, il y a mon morceau d'opéra préféré de toute ma vie, qui est les Barcarolles. Les contes d'Hoffmann, c'est un mélange de 3 contes d'Offenbach avec cette histoire de diable qui arrive, et il y a 3 fois l'image de la muse, de la menthe, enfin voilà, qui arrive, et on a le personnage d'Hoffmann qui est au milieu de tout ça. C'est un opéra que je vous recommande à voir, si jamais. Je pense qu'il doit être disponible sur YouTube. J'aurais dû vous prévoir de vous faire écouter les Barcarolles. Je vais le faire parce que quand même, c'est vraiment le plus beau morceau de l'opéra, je trouve. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est dans... tac, tac, tac. Ce morceau-là, moi je l'ai découvert dans La vie est belle, La vita è bella de Roberto Benigni. Hop, alors attendez. Coppelia, ouais, on le fait. Tout à fait. On fait Hoffmann avec Coppelia. Et d'ailleurs, dans les contes d'Hoffmann, l'opéra, il y a le personnage du savant fou Coppelius. Voilà. Alors... Saviez-vous que votre entreprise Oh bah non, utilise... pas les pubs. Désolée, je n'ai pas YouTube Premium. Hop. Je suis en train de lire les élixirs du diable d'Hoffmann. Il est dans ma palle depuis hyper longtemps. J'avance quand les cantatrices chantent. Bon, après, j'ai peur de me faire striker. Hop, quand je le mettrai sur YouTube. Mais donc voilà, oui, cet air est quand même très 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 connu. Hop, nous revoici par là. Donc, cet air vient des contes d'Offenbach. Et Offenbach s'est inspiré des contes d'Hoffmann l'écrivain. Et dans ces 3 contes d'Hoffmann, il y a le violon de Crémone, dont s'inspire Gaston Leroux pour le fantôme de l'opéra. Et il fait un clin d'œil au conte d'Hoffmann, l'opéra. Vous suivez toujours, en glissant à un moment les Barcarolles, cet air-là. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour ça. On avance, et là on est vraiment dans ce moment avec les têtes de mort. C'est un spectacle de revenants, en fait. Là, on est vraiment dans ce truc gothique, puisque Raoul entend cette musique de l'invisible. Il est entouré de crânes, d'ossuaires, et là d'un coup il voit un crâne glisser, et puis un autre, et un autre, et un autre, et il croit apercevoir la mort par la suite, puisqu'il dit, voilà, il voit une ombre, une tête de mort roule à mes pieds, puis une autre, on eût dit que j'étais le but de ce funèbre jeu de boules,
et juste cette imagination qu'un faux mouvement avait dû détruire l'harmonie de l'échafaudage derrière, blablabla. Cette hypothèse m'a paru d'autant plus raisonnable qu'une ombre glissa tout d'un coup sur le mur éclatant de la sacristie. Je me précipitai, l'ombre avait déjà, poussant la porte, pénétré dans l'église. J'avais des ailes, l'ombre avait un manteau. Je fus assez rapide pour saisir un coin du manteau de l'ombre. Donc, ce n'est pas une ombre, puisqu'elle a un manteau et qu'elle est donc palpable. À ce moment, nous étions, l'ombre et moi, juste devant le maître-autel et les rayons de la lune, à travers le grand vitrail de l'abside tombé droit devant nous. Comme je ne lâchais point le manteau, l'ombre se retourna, et le manteau dont elle était enveloppée s'étant entrouvert. Je vis, monsieur le juge, comme je vous vois, une effroyable tête de mort qui dardait sur moi un regard où brûlaient les feux de l'enfer. Je crus avoir affaire à Satan lui-même, et devant cette apparition d'outre-tombe, mon cœur, malgré tout son courage, défaillit, et je n'ai plus de souvenir de rien, jusqu'à ce qu'on le retrouve le lendemain, quasi mort. Moi, je trouve que ce chapitre est sublime. Voilà. Autour de Raoul, Christine, la musique, je trouve que c'est très très beau la manière dont il reprend le conte d'Hoffmann, Offenbach, à chaque fois je m'y perds entre les deux. Bref. Le chapitre suivant. Hop, on retourne par là. Tac. Laissez-moi tranquille. Hop. Chapitre 7. Ne vous inquiétez pas, on va aller un petit peu plus vite pour les prochains chapitres, puisque je les ai moins appréciés. Chapitre 7, une visite à la loge numéro 5. Nos deux directeurs signent et persistent, puisqu'on a monsieur Firmin Richard et monsieur Armand Moncharmin qui vont à la loge numéro 5. Ils veulent faire une visite, ils veulent se rendre compte de ce qui se passe. Ils ont traversé toute la scène, le plateau, ils sont entrés dans le théâtre par l'entrée des abonnés, puis dans la salle, par le premier couloir à gauche. Ils se sont glissés alors entre les premiers rangs des fauteuils d'orchestre et ont regardé la première loge numéro 5. On peut déjà noter que Gaston Leroux, il s'est renseigné à mort sur l'architecture de l'Opéra Garnier. Voilà, parce que c'est décrit de manière extrêmement millimétrée, de la même manière dont un certain Victor Hugo a décrit l'édifice Notre-Dame de Paris. Voilà, notez un nouvel indice sur une réflexion d'ouverture de ce live. On nous dit un petit peu plus bas, c'était l'heure tranquille où les machinistes vont boire. Alors ça, c'est ça n'a pas changé. Voilà, si je puis me permettre. Les machinistes, il y a toujours une heure où tu les retrouves tous en train de boire. Voilà, c'est mon petit pic à moi au monde du théâtre. Alors, on continue. Ils sont là dans leur loge numéro 5, ils regardent tous les trucs, il y a une forme, a priori, dans la loge numéro 5, et la forme d'un coup disparaît. Un lui dit, moi j'ai vu comme une tête de mort, ils pensent qu'ils sont le jouet d'une illusion. C'était une loge finalement comme toutes les autres, il n'y a rien qui la distingue de ces loges voisines, enfin voilà, c'est très confus, on va à gauche, à droite, on a le regard qui se pose partout, voilà, et en fait on a quelque chose où on dit, mais en fait il n'y a rien de magique ici, elle est ordinaire cette loge, elle a tout ça, les gens se moquent de nous, samedi on jouera Faust, et nous on sera dans la loge numéro 5 pour assister à la représentation. Voilà, c'est ça en gros le résumé de la visite de la loge numéro 5. On peut passer au chapitre suivant. Avec l'image du chandelier, du lustre. Ce titre du chapitre est toujours beaucoup trop long. Où messieurs Firmin Richard et Armand Moncharmin ont l'audace de faire représenter Faust dans une salle maudite et de l'effroyable événement qui en résulte. Ça commence par une lettre, toujours signée F de O. Mes chers directeurs, c'est donc la guerre, point d'interrogation. Si vous tenez encore à la paix, voici mon ultimatum. Il est aux 4 conditions suivantes. Numéro 1. Me rendre ma loge, et je veux qu'elle soit à ma libre disposition dès maintenant. Numéro 2. Le rôle de Marguerite sera chanté ce soir par Christine Day. Ne vous occupez pas de la Carlotta qui sera malade. Prédiction. Numéro 3. Je tiens absolument au bon et loyaux service de Madame Giry, mon ouvreuse, que vous réintégrerez immédiatement dans ses fonctions. 4. Faites-moi connaître par une lettre remise à Madame Giry qui me la fera parvenir que vous acceptez comme mes prédécesseurs les conditions de mon cahier des charges relatives à mon indemnité mensuelle. Je voudrais savoir ultérieurement dans quelle forme vous aurez à me la verser. Parce que le fantôme, il a aussi des cachets à faire. Il a son intermittence. Il n'a pas ses 507 heures depuis le changement de directeur. Et moi, je le comprends bien, le fantôme, c'est hyper stressant. Très certainement que France Travail, Pôle emploi ne devait toujours pas être tendre à cette époque-là. Alors ensuite, la lettre se termine par « Sinon, vous donnerez Faust ce soir dans une salle maudite ». Et là, on refait le lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois sur les pièces maudites. Déjà, Faust, c'est une œuvre qui a tout en elle pour intriguer. Je le sais puisque je
je me suis inspirée de Faust pour écrire quelque chose. Et Nina le sait aussi puisqu'elle bêta-lit ce texte. Je ne vois toujours, d'ailleurs, où en êtes-vous dans vos dialogues? D'accord, il n'y a pas de nouveau truc a priori dans le chat. Très bien. Hop, je peux donc continuer. Hop. Donc, ensuite, on a le palefrenier de l'opéra, l'écuyer en chef qui arrive. Et tout le monde dit, l'écuyer en chef à l'opéra? Mais pourquoi il y a un écuyer en chef? Mais on dit, mais c'est en dessous, il y a 12 chevaux. 12 chevaux? Mais pourquoi on a 12 chevaux? Et on dit, mais c'est des chevaux de spectacle, des chevaux d'entraînement pour venir sur scène, parce que dans certains opéras, vous avez besoin de chevaux. Donc nous, ce sont c'est pas des chevaux qu'on a pris dans la rue, qu'on a mis sur scène. Ne riez pas, j'ai fait un spectacle dans lequel ils ont vraiment fait ça une fois avec un cheval. Il y a eu des problèmes. Bref, et donc il demande à ce qu'on vire tout le monde parce qu'on a volé César, le cheval. Et on me dit, César, le cheval blanc du prophète, mais il n'y a pas de César. Enfin voilà, à nouveau beaucoup d'humour chez notre cher Gaston. Et l'écuyer en chef, il lui dit, c'est le fantôme qui a fait le coup. Mais bien sûr, c'est la chose la plus naturelle, on lui répond. On continue. J'ai vu comme je vous vois une ombre noire qui montait un cheval blanc qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à César. Eh ben on va déposer une plainte contre le fantôme dans ce cas-là. Enfin vous voyez, à nouveau, on est dans du très très grave, dans du gothique, et toujours c'est quand même extrêmement cassé par l'ironie. Alors c'est très agréable parce que moi j'aime bien rire. J'aime ne pas me prendre au sérieux dans des sujets très tragiques, tout ça très noir, quand c'est très grandiose. Mais quand même, au bout d'un moment, moi j'aimais bien ce chapitre très très gothico-romantique avant. Après, on nous dit que la Carlotta a reçu un courrier tracé à l'encre rouge, une écriture hésitante et bâtonnante. Donc, c'est les paroles du fantôme, pour l'instant, elles nous sont toujours rapportées. Voilà, on a entendu, enfin Raoul a entendu le fantôme ou l'ange de la musique dans la loge, même si on ne sait pas encore tout à fait qui est le fantôme, nous aujourd'hui on sait. Voilà. L'écriture du fantôme, c'est pareil, c'est un discours rapporté. Le fantôme, pour l'instant, il nous est très abstrait, on n'arrive pas, nous, à la voir, à le tenir. Donc, avant ça, en fait, ce sont des menaces qu'elle reçoit, la Carlotta, puisque c'est si vous chantez ce soir, craignez qu'il ne vous arrive un grand malheur au moment même où vous chanterez. Un malheur pire que la mort. Tam tam tam. Bon, la Carlotta, elle est pas bien. En plus, elle est jalouse de Christine parce qu'elle a eu un triomphe la dernière fois quand elle l'a remplacée au pied levé. Voilà. Donc, ça, ce soir, elle dit non, moi je chanterai, c'est mon truc à moi, je fais venir ma claque avec moi, mes amis dans la salle pour m'applaudir, tout ça, parce qu'il faut que je joue Faust, que je chante Marguerite. Ils sont installés dans la loge numéro 5, les directeurs. Madame Giry a été congédiée, c'est la concierge de quelqu'un d'autre qui est invitée à la place. Enfin voilà, tout le monde est là ce soir, mais pas les personnes demandées par notre cher fantôme. Mais le premier acte se passe très très bien de Faust. Vraiment, on nous dit, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit Et toi, a-t-on glissé un mot à ton oreille? Attendons, ne soyons pas trop pressés. La représentation ne fait que commencer. Tu sais bien que le fantôme n'arrive ordinairement qu'au milieu du premier acte. Le premier acte se passa sans incident. Et là, il commence un peu à se détendre. Le directeur, il fait, oh, le fantôme, il est en retard. Oh là là. En somme, la salle n'est pas trop mal composée ce soir pour une salle maudite. Et il rit. Et on dit, oh bah oui, regarde, mais pourtant il y a ces gens-là, ils sont bizarres, c'est qui? Et l'autre il fait, mais c'est de ma famille, ceux-là. Enfin voilà, vraiment, c'est très très drôle. Les dialogues entre les deux directeurs sont truculents. Voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On se moque à nouveau du beau et grand monde parisien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Après, bon, tac. On va au foyer, à l'entracte, ensuite on revient. Et là, la Carlotta, pam, va chanter. Tout bientôt. Tac. Attendez, qu'est-ce qu'elle dit? Marguerite répondait, au silence, au bonheur, ineffable mystère, enivrante langueur, j'écoute et je comprends cette voix solitaire qui chante dans mon cœur. À ce moment-là,
3 petits points. À ce moment juste, 3 petits points. Se produisit quelque chose, 3 petits points. J'ai dit quelque chose d'effroyable, 3 petits points. 3 petits points à la ligne. La salle d'un seul mouvement s'est levée. Dans l'horloge, les 2 directeurs ne peuvent retenir une exclamation d'horreur, 3 petits points. Spectateurs et spectatrices se regardent comme pour se demander les uns aux autres l'explication d'un aussi inattendu phénomène, 3 petits points. Le visage de la Carlotta exprime la plus atroce des douleurs. Ses yeux semblent hantés par la folie. La pauvre femme s'est redressée, la bouche encore entr'ouverte, ayant fini de laisser passer cette voix solitaire qui chantait dans son cœur. Mais cette bouche ne chantait plus. Elle n'osait plus une parole, un son, parce que de cette bouche était échappé un crapaud. Et le crapaud, c'est vraiment l'image de la sorcellerie. J'en profite, petit moment où je vous révèle tout en avant-première à vous, les personnes qui sont là ce soir sur Twitch. Si vous êtes abonné à mon Patreon, vendredi, vous aurez enfin l'épisode autour des personnages verts. Voilà, et pourquoi le lien avec les personnages verts? Parce que les personnages verts sont liés au diable et à tout un bestiaire médiéval et à des animaux de couleur verte, et le crapaud en fait partie. Et c'est pour ça que vous le savez, donc en avant-première, vous pouvez vous abonner sur Patreon pour 5 € par mois. Ou je crois que là j'ai aussi mis la possibilité d'acheter cet épisode de podcast à environ 5-7... Enfin c'est en dollars, c'est 5 $, donc je crois que ça fait environ 7 €. Voilà, et vous pouvez avoir l'épisode en avant-première. Cet épisode sortira pour les autres personnes qui ne sont pas abonnées à Patreon à la mi-novembre, à l'occasion de la sortie de Wicked 2 au cinéma. Voilà, mais je continue donc sur mon histoire de crapaud qui est sorti de la bouche de Carlotta alors qu'elle chantait en faisant des couacs. Et ça, c'est un peu de la sorcellerie, donc quand même. On ne comprend pas. Mais là, ce crapaud était incompréhensible. Il ne le pouvait pas. Comment une si petite bouche avait-elle pu contenir un si grand couac? Tout cela, crapaud, couac, émotion, terreur, rumeur de la salle, confusion de la scène des coulisses, tout cela que je vous décris dans le détail dura quelques secondes. Quelques secondes affreuses qui parurent surtout interminables aux 2 directeurs là-haut dans la loge numéro 5. Moncharmin et Richard étaient très pâles. Cet épisode inouï qui restait inexplicable et remplissait d'une angoisse d'autant plus mystérieuse qu'ils étaient depuis un instant sous l'influence directe du fantôme. 3 petits points, oui, il était là, 3 petits points autour d'eux, 3 petits points derrière eux, à côté d'eux, ils le sentaient sans le voir, 3 petits points, ils entendaient sa respiration, 3 petits points, et si près d'eux, 3 petits points. On sait quand quelqu'un est présent, 3 petits points. Et bien a priori pas Christine parce qu'elle sent pas quand Raoul est là, pardon. Eh bien, ils savaient maintenant, 3 petits points, ils étaient sûrs d'être 3 dans la loge. Ils en tremblaient, ils avaient l'idée de fuir, ils n'osaient pas. Il n'osait pas faire un mouvement, échanger une parole qui eût pu apprendre au fantôme qu'il savait qu'il était là. Qu'allait-il arriver? Qu'allait-il se produire? Se produisit le couac. Au-dessus de tous les bruits de la salle, on entendit leur double exclamation d'horreur. Ils se sentaient sous les coups du fantôme. Penché au-dessus de la loge, ils regardaient la Carlotta comme s'ils ne la reconnaissaient plus. Et après cette histoire du crapaud, on a une voix qui dit « Elle chante ce soir à décrocher le lustre !» D'un commun mouvement, ils levèrent la tête au plafond et poussèrent un cri terrible. Le lustre, l'immense masse du lustre glissait, venait à eux, à l'appel de cette voix satanique. Décroché, le lustre plongeait des hauteurs de la salle et s'abîmait au milieu de l'orchestre parmi 1000 clameurs. Ce fut une épouvante, un sauve-qui-peut général. Mon dessein n'est point de faire revivre ici une heure historique. Les curieux n'ont qu'à ouvrir les journaux de l'époque. Il y eut de nombreux blessés et une morte, la morte qui s'est pris 200 000 kilos sur la tête d'une concierge. Voilà. Ah, bah bon appétit Nina. En attendant, avant de continuer notre histoire, on va regarder. Hop, je refais par ici. On va regarder cette chute du lustre qui est très impressionnante et qui a été mise en scène. Alors je voulais pas vous la montrer dans le film parce que je voulais vous la montrer vraiment sur scène comment ils font. Pour le Chandelier Crash, quand il monte la comédie musicale du Fantôme de l'Opéra, puisque c'est un moment iconique. Alors même si la comédie musicale n'a pas du tout la même trame que le livre, il y a quand même ce moment iconique du chandelier qui tombe sur scène. Donc, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que vous êtes toujours là pour les personnes? Il y a Nina qui est partie manger, mais les autres, est-ce que vous êtes là? Parce que, attendez, ça vaut le coup. Je vous ai quand même trouvé une chouette vidéo. Merci aux passionnés qui cherchent toutes les vidéos YouTube pour regarder tout ça. Très bien, Léa. Je ne sais pas si les autres sont restés, si vous êtes partis manger ou quoi. A priori, vous êtes 4 spectateurs, dont moi qui le regarde à 2 endroits. Donc Nina et toi, je pense que nous sommes donc au complet. C'est parfait. C'est parti pour le Chandelier Crash comparaison. On va pas regarder toute la vidéo, mais quand même. Hop.
Hop. Ouh là là. Attendez, ça ne rend rien comme ça. Voilà. Ouh, la qualité, elle est infâme. Elle est mieux de loin. Hop là. Alors, comment est-ce que je pourrais... Alors, je vais tricher quand même. Hop. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Hop, c'est parti. Avec le lustre. On voit que la mise en scène, là, elle est datée et qu'il faut avec les effets de l'époque. On entend le riz. Ça joue beaucoup avec les effets d'ombre et de lumière. Et si on avance vers des représentations plus récentes, c'est de plus en plus impressionnant. Voilà, c'est à chaque fois quand même très proche des spectateurs. Je pense que ça, en vrai, ça doit être très 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 impressionnant de voir ça, de voir la chute du chandelier. Sachant qu'une fois, donc, ça s'est vraiment écrasé sur scène pendant une répétition, pas pendant une représentation. Alors, hop, je retourne. Hop. Tac. Toup, 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 toup. Partager. Ça doit être incroyable en vrai, mais tellement. Je rêverais de pouvoir le voir en vrai et je pense que je serais toute tremblante. Hop, je reprends le téléphone pour le chat. Après, nous avons le mystérieux coupé. Cette soirée tragique fut mauvaise pour tout le monde. La Carlotta était tombée malade quant à Christine et elle avait disparu après la représentation. 15 jours s'étaient écoulés sans qu'on l'eût revue au théâtre, sans qu'elle fût montrée hors du théâtre. Mais il ne faut pas confondre cette première disparition qui se passa sans scandale avec le fameux enlèvement qui, à quelque temps de là, devait se produire dans des conditions si inexplicables et si tragiques. Bon, après, donc il y a des nouvelles représentations de Faust qui continuent. Et Raoul, il sait pas où elle est. Et... Tac, 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 tac. Et Raoul, donc, comme elle est pas là, il va aller voir la dame, Madame Valerius, qui a donc adopté Christine, qui la considère comme sa fille. Cette pauvre dame est malade, elle est allongée dans son lit, elle peut pas quitter le lit. Et donc, Raoul lui dit « Madame, où est Christine ?» Et la vieille dame lui répondit tranquillement « Mais elle est avec son bon génie !»« Quel bon génie !» s'écria le pauvre Raoul. « Mais l'ange de la musique !» Le vicomte de Chagny, consterné, tomba sur un siège. Vraiment, Christine était avec l'ange de la musique. Et la dame ajoute « Il ne faut le répéter à personne. » Pam, pam, pam. Et la dame dit à Raoul « Oh, mais Christine, elle vous aime bien. » Et Raoul dit « Mais qu'est-ce qui vous fait croire, madame, que Christine m'aime bien? Mais elle parlait de vous tous les jours, vraiment. Et qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle m'a dit que vous lui aviez fait une déclaration. » Voilà. Bref, et ensuite, un peu plus loin. Vous ne saviez pas, vous êtes jeune, et vous croyez que Christine était libre. Raoul dit Christine est fiancée? Mais non, mais vous savez bien que Christine, le voudrait-elle, ne peut pas se marier. Mais quoi, mais ça j'en sais rien. Pourquoi Christine ne peut-elle pas se marier? Mais à cause du génie de la musique. Encore? Oui, il le lui défend. Il le lui défend? Le génie de la musique lui défend de se marier? Petit aparté de Gaston qui dit « Il y a des moments où la trop grande innocence d'esprit apparaît tellement monstrueuse qu'elle en devient haïssable.
Oui, il le lui défend, sans le lui défendre. Il lui dit simplement que si elle se mariait, elle ne l'entendrait plus. Voilà tout. Et qu'il partirait pour toujours. Alors vous comprenez, elle ne peut pas laisser partir le génie de la musique. C'est bien naturel. Oui, 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 obtempéra Raoul dans un souffle, c'est bien naturel. Du reste, je croyais que Christine vous avait dit tout cela quand elle vous a trouvé à Perros où elle était allée avec son bon génie. Ah, elle était allée à Perros avec le bon génie? C'est-à-dire qu'il lui avait donné rendez-vous là-bas dans le cimetière de Perros sur la tombe de Daae. Il lui avait promis de jouer la résurrection de Lazare sur le violon de son père. Madame, vous allez me dire où il demeure, ce génie-là. Et la vieille dame, elle dit juste, eh bien au ciel. Il y a combien de temps qu'elle a fait la connaissance de ce génie? Environ 3 mois. 3 mois qu'il a commencé à lui donner des leçons. Des leçons où ça? Eh bien, à l'opéra, dans sa loge. Voilà. Et donc, Raoul fait des liens. Il commence à nouer tout ça dans sa tête. Les connexions se mettent en route. Le génie de la musique, il le connaissait maintenant, il le voyait. C'était à n'en plus douter qu'affreux ténor, joli garçon, et qui chantait la bouche en cœur. Il se trouvait ridicule et malheureux à souhait. Ah, le misérable petit insignifiant et niais jeune homme que monsieur le vicomte de Chagny pensait rageusement Raoul. Et quelle audacieuse et sataniquement rouée créature. Ah bah non, en fait, Raoul, il n'a pas fait les bons liens. Eh ben non. Donc, il pleure comme un bébé, on nous le dit, enfin voilà, Raoul est une pauvre petite créature. Et là, il y a un coupé qui passe, un petit peu plus tard dans le texte, et il voit Christine. Mais Christine ne lui répond pas. Et donc Raoul se dit, ça y est, c'est fini, elle m'aime pas, elle me regarde même pas. Merci. Non, Raoul, vraiment, moi, j'en peux plus. Raoul, comme elle s'est jouée de toi, la petite fée du Nord, n'est-ce pas qu'il est inutile d'avoir une joue aussi fraîche, un front aussi timide et toujours prête à se couvrir du voile rose de la pudeur pour passer dans la nuit solitaire au fond d'un coupé de luxe en compagnie d'un mystérieux amant? N'est-ce pas qu'il devrait y avoir des limites sacrées à l'hypocrisie et au mensonge, et qu'on ne devrait pas avoir les yeux clairs de l'enfance quand on a l'âme des courtisanes? Oh, va-t'en, disparaît, tu ne comptes pas. Il songeait mourir et il avait 20 ans. Et puis finalement, il reçoit une lettre. Voilà, on lui apporte une lettre. Ah oui, Raoul est une girouette. Et Raoul le chouineur surtout. Et dans cette petite lettre, ce petit papier, il reconnaît l'écriture de Christine qui lui dit « Mon ami, soyez après-demain au bal masqué de l'opéra à minuit dans le petit salon qui est derrière la cheminée du grand foyer. Tenez-vous debout auprès de la porte qui conduit vers la rotonde. Ne parlez de ce rendez-vous à personne au monde. Mettez-vous en domino blanc, bien masqué, sur ma vie qu'on ne vous reconnaisse pas, Christine. » Et voilà, oui, il pleurniche beaucoup, Raoul. Oh oui. Et donc nous allons maintenant au chapitre 10, au bal masqué, ohé, ohé. Et donc, ma surprise qui n'est plus une surprise puisque vous l'avez vu mais c'est pas grave, je la fais quand même. Ah bah Nina, tu arrives pile au moment du bal masqué, ohé, ohé. YouTube, c'est vraiment quand tu veux. Tous en cœur, oui, bah j'aimerais. Qu'est-ce que me fait mon internet maintenant? C'est la malédiction du fantôme. Ah. Donc, ça va? Mais qu'est-ce qui se passe, YouTube? Internet en général, parce que là, j'ai plus rien qui marche. Ok, donc il veut que... Ok, donc... Attendez, on va couper... Voilà, hop, la pub. Voilà, je suis sûre que c'est une histoire de pub que tu voulais pas. Hop, voilà, hop. Attention, donc, je reprends. Chapitre 10. Au bal masqué. Voilà, merci pour votre patience. Merci d'être toujours là. Merci d'aimer cette chanson. Va me tenir toute la soirée. Merci Léa. Vraiment, ça me touche parce que je le prépare. Merci Nina. Et sachez que dans mon spectacle que je vais faire avec mes lycéens et lycéennes, il va y avoir cette musique. Et j'ai demandé à la prof, m'autorises-tu à mettre la compagnie créole dans le spectacle? Elle m'a dit, oui,
je te fais confiance. Voilà, donc on peut la remercier. Parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de professeurs de lettres agrégés qui accepteraient qu'on mette la compagnie créole sur un spectacle du fantôme de l'opéra avec leurs élèves dans une scène nationale. Donc, je voulais vous montrer ce qu'était un costume de domino. Domino blanc et noir. Voilà. C'était des costumes à la mode. Alors non, alors pas ces costumes-là, du 19e. Voilà, comme mon internet a bugué, je suis obligée de tout refaire. Voilà, et ben j'aurai ça, et ben c'est très bien, ça m'ira. Ok. C'est pour le moins inattendu comme choix artistique. Ah 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 ah. Il faut voir mes spectacles. Tout est décalé comme ça. Voilà, donc là vous avez le costume du domino noir. Donc notre Raoul lui est en blanc, mais Christine elle va être donc en noir. Et donc nous sommes au bal masqué au grand monde de l'opéra. Tout le monde est rassemblé. Donc, hop, le fantôme. Bon bref, les leçons. Ce bal était une fête exceptionnelle, donnée avant les jours gras en l'honneur de l'anniversaire de la naissance d'un illustre dessinateur des liesses d'antan, d'un émule de Gavarni, dont le crayon avait immortalisé les chicards et la descente blablabla en avance. Donc cette fête, elle est splendide. Un homme du monde ne se déguisait pas pour aller au bal à l'opéra pourtant. Donc Raoul, ça le déclasse de devoir se costumer, mais il n'a pas le choix puisque sinon Christine elle lui a dit elle viendra pas, il faut qu'il soit absolument pas reconnaissable. Et donc Raoul il passe entre une farandole là pour aller à la rotonde, on imagine vraiment que c'est la fête dans l'opéra, et là il voit un domino noir qui passe, donc ce petit costume là que vous voyez à l'écran. C'est vous Christine. Le domino se retourna vivement et leva le doigt jusqu'à hauteur de ses lèvres pour lui recommander sans doute de ne plus répéter son nom. Et donc là ils sont tous les deux costumés. Et il y a tout de même un groupe qui se presse autour d'un personnage dont le déguisement, l'allure originale, l'aspect macabre faisait sensation. Ce personnage était vêtu d'un tout d'écarlate avec un immense chapeau à plumes sur une tête de mort. Ah, la belle imitation de la tête de mort que c'était là. Les rapins autour de lui faisaient un grand succès, le félicitaient, lui demandaient chez quel maître, dans quel atelier fréquenté de Pluton on lui avait fait dessiner et maquiller une aussi belle tête de mort. La camarade avait dû elle-même poser. Et l'homme répond « Ne me touchez pas, je suis la mort rouge qui passe. » Alors, non merci pour ça, voilà. Hop là. Alors, attendez, hop, je peux faire ça, tac, 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 hop. Restreint, hop là, tic, 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 attendez. Oh non, non, je voulais pas cliquer. Ouais, parfait. Merci, cher modérateur. Merci Nina de l'avoir banni carrément. Moi je peux pas faire ça. Pas avec cette interface là. Donc là, on va passer à mon moment préféré du film, de la comédie musicale, tout ça, parce que on va voir Mascarade. Voilà, je ne vous dis que ça. Je vous mets le YouTube. Hop, alors, j'espère que maintenant ça marche. Ah d'accord, donc depuis tout à l'heure on est là. Attendez, oh, c'est pas beau. Attendez, je gère. Une activité bah oui, pro sans site web. Hop. La Mascarade, c'est le morceau de toute façon que vous avez entendu au tout début du stream. Voilà, là. C'est pensé au masque de la mort rouge de peau, exactement. Hop. Voilà, toute la magnificence du bal. Voilà, de l'opéra de Bâle. C'est presque un carnaval de Venise, quoi. Monsieur André, Monsieur Firmin. Dear André, what a splendid party. The prologue to a bright new year. Quite a night, I'm a... On va vraiment... Et moi j'adore ça. Flash of mode, splash of puce, fool and king, cool and goose, green and black, queen and priest, trace of rouge, trace of beast. Faces, take your time.
Take a ride on the merry-go-round in an inhuman race. By a blue, true is false, who is who? Swallow cow, ace of hearts, ace of clouds. Ladies, drink it in, drink it up, till you drown in the light, in the sound, but who can name them? Voilà, donc là, Just think of it. But why is it secret? What have we to hide? eux, ils ont pas respecté You les promised costumes, me. du coup. No, Raoul, please don't. They'll see. Well, then let them see. It's an engagement, not a crime. Christine, what are you afraid of? Let's not Let's argue. not argue. Please I can pretend only hope I'll understand in... Bref. Voilà. Donc, je disais qu'on a toute la magnificence de l'opéra. Et là, dans cette adaptation, ils respectent pas les codes des costumes, mais c'est pas grave. Mais on va aller avec le masque de la mort rouge. Nina, si tu veux nous dire ce que tu sais du masque de la mort rouge, voilà, en commentaire, comme ça, on pourra échanger. Et en tout cas, maintenant, il faut que je vous retrouve, comme ça, en attendant, puis le moment que j'avais sélectionné du vieux film de La Mascarade, qui a été colorisé pour le coup. Ça, on s'en fiche d'avoir le son, puisque c'est un film muet, et oui, les chiens aboient en même temps. Voilà, hop. Et donc voici, eux, leur mise en scène du bal masqué dans le très très vieux film du fantôme de l'opéra. Alors on voit que pour faire cet effet baroque et d'opulence, il nous faut du monde, il nous faut, j'ai envie de dire des couleurs. Mais bon, là, à ce moment-là, à l'époque, on les voit pas. C'est grâce à la colorisation de la pellicule qu'on a cet aspect-là. Mais, hop, ce qui est très important, donc Christine et Raoul sont là. Voilà. Et surtout, oh non, mais j'ai peur de nous faire rater. Ah voilà, voilà notre cavalier, personnage vêtu tout d'écarlate avec un immense chapeau à plumes sur une tête de mort. Ah ok. Oui, cet extrait, il est traumatisant. Tout à fait. Exactement. Ah, vas-y, Léa. Bon, bref. Hop, voilà pour notre fantôme. Ah oui, bah oui, non, mais c'est traumatisant. Non, mais il est très très bien fait, hein. Ce crâne-là, c'est cette couleur, ça glace le sang. De toute façon, les vieux films, ils glacent le sang. Le vieux Notre-Dame de Paris, le vieux fantôme de l'opéra. Tu saurais plus redonner le titre? Mince. Donc, pour le fantôme... Mais non, mais si, Léa, tu sers à quelque chose. Pour la prochaine fois, écoute, c'est ton devoir. Alors, c'est une nouvelle où un seigneur et des nobles s'enferment dans le palais alors que la peste décime la population dehors. Un mystérieux personnage habillé en rouge s'introduit à la fin et on comprend que c'est la mort qui s'introduit pour prendre les nobles qui voulaient lui échapper. Vous voyez, il y a des liens avec tout ça. Il est malin, Gaston. Donc, je continue. Et donc Raoul, il le reconnaît puisqu'il dit « La tête de mort de Perros-Guirec ». Donc voilà, puisque... je vous passe tous les moments là qui sont pas très intéressants, mais bref, à un moment, Raoul et Christine se retrouvent à l'écart. Tic tic tic. Parce qu'il est jaloux, donc de l'homme là, avec tout ça, de l'homme qu'il reconnaît, parce qu'il sait que c'est donc lui avec qui, le bon génie de la musique, lui il sait que c'est un homme, et ah bah voilà, c'est l'adaptation de La Nouvelle de Pau. Oui, c'est peut-être l'adaptation avec Vincent Price. I guess. Attendez, je vais regarder ça. Hop, Vincent Price. The Mask of Red Death. Attendez. Hop. Oh bah oui, forcément. Je n'avais jamais fait le lien. Oui, c'est ça, je pense. Je pense que c'est cette adaptation-là parce que les images, elles sont méga connues avec Vincent Price. Dans le masque de la mort rouge. Oui, bah regardez, hop. Je fais le partage d'écran rapidement. Mais voilà, on a quelque chose de très extravagant, orgiaque aussi. C'est ça, Léa? Alors, attendez, parce que... Hop, je vais avancer un petit peu. Hop.
Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Et donc voilà. Donc, Gaston Leroux, roman gothique avec le fantôme de l'opéra. Voilà. Bref, je reviens. Donc bref, Christine avoue à Raoul qu'elle l'aime, tout ça. Elle lui dit je chanterai plus Raoul et je m'en vais, c'est fini et vous me reverrez plus. C'est très très long, hein. Raoul, Christine, vraiment cet aller-retour. Heureusement que dans les nombreuses adaptations, ils ont été plus directs, hein, parce que qu'est-ce que c'est que cette comédie? Mais non, c'est une tragédie, mon ami, j'en peux plus. Voilà, soyons simples les enfants. Christine, arrête de cacher trop de trucs à Raoul, et Raoul, arrête d'être un stalker. C'est pas possible. Fun fact, la nouvelle est adaptée dans l'épisode 2 de La chute de la maison Usher sur Netflix, mais adaptée d'une façon moderne et traumatisante. Eh bien, nous irons voir. Raoul vit sur le visage de Christine pâleur mortelle, ils sont tourmentés, le sillon de la douleur, ils avaient véritablement creusé, et voilà, elle est profondément triste, et elle ne peut pas lui pardonner. Et Christine rentre dans sa loge, et Raoul arrive à rentrer dans la loge et à voir comme d'habitude ou à entendre, et elle dit « Pauvre Eric ». Et là, on a enfin le prénom de cette première partie qui apparaît. Et donc... Raoul, il se dit, mais non, elle a pas voulu dire, elle a voulu dire pauvre Raoul. Et non, elle n'a pas voulu dire pauvre Raoul. Elle a dit pauvre Eric. Et donc, qu'est-ce que cet Eric venait faire dans les soupirs de Christine? Et pourquoi la petite fée du Nord se plaignait-elle Eric quand Raoul était si malheureux? Et là, il y a un bruit. D'où venait ce bruit bizarre, ce rythme lointain? Un chant sourd qui semblait sortir des murailles. Oui, on eût dit que les murs chantaient. Le chant devenait plus clair, les paroles étaient intelligibles, on distingua une voix, une très belle voix, très douce et très captivante voix. Et la voix s'approche toujours, elle dépasse la muraille, elle arrive et la voix maintenant est dans la pièce devant Christine. Christine se leva et parla à la voix comme s'il lui parlait à quelqu'un qui se fut tenu à son côté. « Me voici, Eric, dit-elle, je suis prête. C'est vous qui êtes en retard, mon ami. » Et hop, et tout le monde, et la voix sans corps continue de chanter. Cette voix chantait La nuit d'Hyménée de Roméo et Juliette. Raoul vit Christine tendre les bras vers la voix comme elle avait fait dans le cimetière de Perros vers le violon invisible qui jouait la résurrection de Lazare. Rien ne pourrait rendre la passion dont la voix dit « La destinée t'enchaîne à moi sans retour ». Raoul en eut le cœur transpercé, luttant contre le charme qui semblait lui ôter toute volonté et toute énergie et presque toute lucidité dans le moment qu'il en fallait le plus. Il parvint à tirer le rideau qui le cachait et il marcha vers Christine, celle-ci qui s'avançait vers le fond de la loge dont tout le pan était occupé par une grande glace qui lui renvoyait son image, ne pouvait pas le voir car elle était tout à fait derrière elle. Il était tout à fait derrière elle et entièrement masqué par elle. Le destiné t'enchaîne à moi sans retour. Christine marchait toujours vers son image et son image descendait vers elle. Les deux Christine, le corps et l'image, finirent par se toucher, se confondre, et Raoul étendit le bras pour les saisir d'un coup toutes les deux. Mais par une sorte de miracle éblouissant qui le fit chanceler, Raoul fut tout à coup rejeté en arrière, pendant qu'un vent glacé lui balayait le visage. Il vit non plus 2, mais 4, 8, 20 Christine qui tournèrent autour de lui dans une telle légèreté qui se moquait et qui si rapidement s'enfuyait que sa main ne put n'en toucher aucune. Enfin, tout redevint immobile et il se vit, lui, dans la glace, mais Christine avait disparu. Pam, pam, pam. C'est un très beau moment puisqu'on a enfin le miroir de la loge de Christine, le miroir magique, avec qui aspire. C'est très beau à nouveau le moment de la voir à portée du fantôme qui dépasse là la muraille. Et en fait, c'est donc une fantasmagorie, le fantôme de l'opéra. Une fantasmagorie, qu'est-ce que c'est? C'est un type de spectacle qui est très à la mode au 18e et au 19e. Et les fantasmagories, c'est le fait de montrer sur scène les fantômes. Voilà, de les faire s'incarner. Fantasmagorie, alors attendez, il faut que je vous trouve précisément ce que j'ai lu sur ça. Parce que... Tac. Fantasmagorie, ça vient de... Voilà, c'est par là. Étymologiquement, le mot fantasmagorie est formé du grec fantasma, fantôme, et de allégorie, du latin allegoria, dérivé du grec allegoria. Lui-même dérivé du verbe allégoren, parler par allégorie de allos, autre, et de allégorein, parler, c'est-à-dire employer des termes autres que les termes propres.
Le mot allégorie renvoie ainsi à la fois à des représentations plastiques et à une façon métaphorique de s'exprimer. La fantasmagorie désignait l'art de faire apparaître des fantômes en public et nous le verrons, l'art de les faire parler. C'était un spectacle de magie qui, depuis le XVIIe siècle, en particulier au XVIIIe, convoquait les images de défunts célèbres ou de fantômes anonymes devant un public à la fois terrifié et fasciné. Seul un magicien pouvait le mettre en œuvre grâce à un appareil optique issu d'une lanterne magique mobile produisant des figures lumineuses qui semblaient, en grandissant, avancer vers les spectateurs. Et donc, en fait, dans le fantôme de l'opéra, on a exactement ça. Et ces trucs, ces tours de magie, on va voir que ça va être très important parce que pour l'instant, on se dit que on est vraiment dans du gothique. C'est possible, je connais pas assez mon Jules Verne pour savoir tout ça. Mais donc on est dans cette fantasmagorie là et donc dans des trucs de magicien. Donc on a ce pauvre Raoul qui nous dit c'est Eric et ensuite on a le chapitre 11, ne vous inquiétez pas, nous avons bientôt terminé. Ah, je n'ai pas lu le château des Carpates encore. Mais il viendra un jour puisque je compte faire un podcast sur les châteaux dans la littérature. Bref, alors on reprend, hop, par ici, partage écran, hop, hop. Et on arrive au chapitre 11. Il faut oublier le nom de la voix d'homme. Le mystère autour du prénom Eric s'éclaircit. Puisque Raoul retourne vers la maman Valérius, il est au chevet de cette pauvre dame. Et il voit Christine qui est là en fait. Il se dit, elle n'avait pas disparu Christine dans sa loge? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Christine fait de la dentelle. Et elle est belle, voilà. Il comprend pas. Il comprend pas Raoul ce qui se passe parce qu'elle est fraîche, elle est belle, voilà. Il n'y a plus de cernes à ses yeux, donc c'est vraiment incompréhensible. Et il commence à parler, à dialoguer, un peu de marivaudage, enfin voilà, et Raoul, il pète un câble, voilà, il en peut plus. Il faut tout me dire, Christine, pourquoi me rassurerais-tu? Et de quel danger s'agit-il? Eh bien, il dit, un imposteur est en train d'abuser de sa bonne foi. Et la vieille dame, elle dit, l'ange de la musique est un imposteur? Et Raoul, il dit, mais elle vous a dit elle-même qu'il n'y a pas d'ange de la musique. Mais qu'y a-t-il donc au nom du ciel? Vous me ferez mourir. Il y a, madame, autour de nous, autour de vous, autour de Christine, un mystère terrestre beaucoup plus à craindre que tous les fantômes et tous les génies. Christine dit, mais ne le crois pas, bonne maman, ne le crois pas. Et en fait, Raoul, il veut lui tirer les vers du nez à Christine parce qu'il n'en peut plus. Lui, il sait que c'est un homme, un vrai, qui est là et qui veut Christine. Et qui lui dit, faut pas que tu te maries, hein, Christine. Et il voit un peu plus loin un anneau d'or en plus au doigt de Christine. Et donc il fait, mais c'est pas possible. En plus, il y a eu la voix qui chantait l'hyménée de Roméo et Juliette. Et maintenant, nous sommes scellés ensemble, etc. Le destin. Donc il n'en peut plus. Voilà. Il dit, mais qu'avez-vous fait pendant 15 jours? Et Christine dit, mais quant à ce que j'ai fait depuis 15 jours, il n'y a qu'un homme au monde qui aurait le droit d'exiger que je lui en fasse le récit, mon mari. Or, je n'ai pas de mari et je ne me marierai jamais. Disant cela avec force, elle étendit la main du côté de Raoul comme pour rendre ses paroles plus solennelles. Et Raoul pâlit, non seulement à cause des paroles mêmes qu'il venait d'entendre, mais parce qu'il venait d'apercevoir au doigt de Christine un anneau d'or. Vous n'avez pas de mari, et cependant vous portez une alliance. C'est un cadeau, dit-elle en rougissant. Christine, puisque vous n'avez point de mari, cet anneau ne peut vous avoir été donné que par celui qui espère le devenir. Pourquoi nous tromper plus avant? Pourquoi me torturer davantage? Cet anneau est une promesse, et cette promesse a été acceptée. Et la vieille dame dit, mais c'est ce que je lui ai dit. Et que vous a-t-elle répondu, madame? Ce que j'ai voulu, s'écria Christine, exaspérée. Ah là 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 là. Raoul, là, va terminer sur un grand monologue digne de Raoul. J'ai vu votre extase au son de la voix, Christine, de la voix qui sortait du mur ou d'une loge ou d'un appartement à côté. Oui, j'ai vu votre extase, et c'est cela qui, pour vous, m'épouvante. Vous êtes sous le plus dangereux des charmes. Magie, charme, la voix qui englobe les sirènes, hein. Et il paraît cependant que vous vous êtes rendu compte de l'imposture puisque vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de génie de la musique. Alors Christine, pourquoi l'avez-vous suivi cette fois encore? Pourquoi vous êtes-vous levée, la figure rayonnante comme si vous entendiez réellement les anges? Ah, cette voix est bien dangereuse, Christine, puisque moi-même, pendant que je l'entendais, j'en étais tellement ravie que vous êtes disparue à mes yeux sans que je puisse dire par où vous êtes passée. Christine, Christine, au nom du ciel, au nom de votre Père qui est au ciel et qui vous a tant aimé et qui m'a aimée, Christine, vous allez nous dire à votre bienfaitrice et à moi à qui appartient cette voix. Et là, Christine, elle peut rien dire. Elle ne veut rien dire. Elle dit, c'est la seconde fois que vous écoutez aux portes, monsieur Chani. Ce n'est pas la seconde fois, Christine, que Raoul écoute aux portes. Hein. Si tu savais, ce n'est pas possible. Et elle prie Raoul d'oublier cette voix d'homme, de ne jamais vouloir pénétrer ce mystère. Raoul lui dit, mais ce mystère est donc si terrible. Elle dit, il n'en est point de plus affreux sur terre. Donc on en est là.
Et dans le chapitre suivant, le chapitre 12, vous voyez, on a bientôt fini, on est au-dessus des trappes. Alors ce chapitre 12, on a Christine et Raoul, Christine qui a toujours son anneau d'or au doigt, hein, c'est précisé dès la première ligne, qui se retrouvent à l'opéra et Christine, hop, s'empare de Raoul et l'amène faire le tour de l'opéra, en dessous, au-dessus. Vous visualisez Titanic quand Kate et Léo vont en dessous. Voilà, moi j'ai cette image-là quand c'est décrit. Et donc là, on a l'impression que peut-être que l'opéra de Paris est une synecdoque. La synecdoque, c'est une métaphore. Non, c'est pas une métaphore, c'est une figure de style, scusame, qui désigne quelque chose de plus grand, en fait. L'opéra de Paris, en fait, ne serait-ce pas la représentation même de Paris, de la société et du monde. L'opéra de Paris, en fait, c'est le monde, puisque c'est leur monde à eux, leur microcosme, mais ce microcosme, en fait, reflète le macrocosme. Et c'est ce qu'on voit avec ce qui se passe, avec au-dessus, en dessous, les petits rats qui s'entraînent, les machinistes, les décors, toute cette visite de l'opéra, elle est foisonnante, et elle est, voilà, elle est très très belle, voilà. Et pendant ce chapitre, en plus, on a Raoul et Christine qui se fiancent, entre gros guillemets. Parce que Raoul, lui, doit partir dans une expédition pour les pôles dans 15 jours. Et Christine, elle lui dit, mais vous savez quoi, on n'a qu'à se fiancer pendant 15 jours. Même si au final, on ne pourra jamais se marier, en fait, on va se fiancer pour de faux. Mais nous deux, on croira que c'est vrai, ils vont se donner des petits rendez-vous comme ça. Enfin, on est à nouveau vraiment dans l'illusion, hein, dans du faux, dans du faire semblant, dans du faire comme si. On est dans du théâtre, 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 dans du théâtre. Et Christine va dire à Raoul, pendant qu'elle lui fait visiter donc son monde, son univers, voyez Raoul, ces murailles, ces bois, ces berceaux, ces images de toile peinte, tout cela a vu les plus sublimes amours, car ici elles ont été inventées par les poètes qui dépassent de 100 coudées la taille des hommes. Dites-moi donc que notre amour se trouve bien là, mon Raoul, puisque lui aussi a été inventé et qu'il n'est lui aussi hélas qu'une illusion. Voilà. Notre amour est trop triste sur la terre, promenons-le dans le ciel. Voyez comme c'est facile ici, elle l'entraîne plus haut que les nuages, au-dessus du grill, tout ça. Et donc, ma question est, par rapport à tout ce qu'on suit depuis le début, le fantôme de l'opéra est-il en fait un clin d'œil à Notre-Dame de Paris? Parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre le fantôme et Notre-Dame, et je vous laisse me dire, vous, quelles similitudes vous trouvez, ou ce que vous avez repéré de ce que j'ai pu dire, par rapport à tout ça, entre le fantôme de l'opéra et Notre-Dame de Paris, en quoi les deux, en fait, c'est peut-être un clin d'œil. Tout nous ramène à Totor, tout nous ramène toujours à Totor. Pauvre Raoul, je suis biaisée car je ne lis pas le roman et que je n'ai que des scripts. Christine les exaspère un petit peu. Christine et Raoul sont exaspérants, tous les deux. Voilà. Mais tout nous ramène à Totor. Voilà. Le fantôme fait penser à Frollo qui hante Esmeralda. Oui. Oui. On a l'envie d'écrire sur un monument de Paris et lui rendre hommage. Voilà, je pense que Gaston Leroux, très clairement, il a en tête le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Il se dit, je veux faire un aussi grand roman. Et en fait, le fantôme, c'est à la fois Frollo qui hante Esmeralda, mais c'est aussi Quasimodo, le côté monstre du monument parisien, exactement. Monstre qui... Eric est un mélange entre Frollo, voilà, tout à fait. Qui est différent. Ben voilà, on se rejoint, vous voyez. C'est exactement ça. On imagine donc au départ, en plus, Christine devait s'appeler Pauline Bellini, être une belle brune italienne. On a cette histoire d'amour qui ne se fait pas avec Raoul, qui est un peu quand même un phébus. Voilà. Et un peu surtout un Gringoire. Voilà, si je puis me permettre. Même si Gringoire m'est beaucoup plus sympathique que Raoul. Il y a des poils de chien sur mon pull Dracula. Donc voilà, je pense qu'il y a cette idée-là. Le fantôme de l'opéra, c'est un peu un Notre-Dame de Paris. Un peu plus loin, donc dans ce chapitre, Raoul dit « Vous m'avez fait visiter les dessus de votre empire, Christine, mais on raconte d'étranges histoires sur le dessous, parce qu'ils sont pas allés pour l'instant. Manque plus que la chèvre. Attention On a eu les chevaux, peut-être allons-nous avoir la chèvre. Sur le monde du dessous, voulez-vous que nous y descendions ?» Et là, Christine, elle dit « Jamais, je vous défends d'aller là-bas. On ne va pas dans les dessous de l'opéra. » Parce que c'est le domaine... très certainement du fantôme, et donc Raoul dit il habite donc là-dessous, et on entend la trappe qui se ferme là parce qu'on voit une trappe, et donc est-ce que le fantôme est là ou pas? À nouveau vraiment gothique, effet de suspense toujours,
Et Christine et Raoul, il dit mais pourquoi on peut être tranquille en ce moment? Pourquoi on peut faire comme si on était fiancés? Pourquoi ça se passe bien entre nous? Et Christine a dit mais parce qu'il travaille en ce moment. Il dit mais comment ça? Et quoi il travaille, votre ange de la musique, votre génie? Elle dit ah quelque chose de terrible. Aussi nous sommes bien tranquilles. Quand il travaille à cela, il ne voit rien, il ne mange, ni ne boit, ni ne respire pendant des jours et des nuits. C'est un mort-vivant. Et il n'a pas le temps de s'amuser avec les trappes. Et donc là on se rend compte qu'elle a peur de lui, qu'elle le craint. Et puis donc Christine, à la place d'aller vers les trappes, elle l'emmène toujours plus haut. Bonsoir. Et elle l'entraîne vers les sommets. Il avait peine à la suivre. Ils furent bientôt sous les toits, dans le labyrinthe des charpentes. Il glissait entre les arcs-boutants, les chevrons, les jambes de force, les pans, les versants et les rampants. Il courait de poutre en poutre comme dans une forêt. Ils eussent couru d'arbre en arbre au tronc formidable. Voilà. Et malgré les précautions qu'elle prenait, elle ne vit pas derrière elle l'ombre. Et ensuite, c'est le chapitre 13, la lyre d'Apollon. Donc, on est bon pour tous nos chapitres ce soir. Vous voyez? J'avais promis qu'on y arriverait à faire jusqu'à 20h tous nos chapitres. Hop. Donc, que pensez-vous de tout ce que nous avons traversé ensemble ce soir dans le fantôme de l'opéra? J'arrive à la fin. Ah bah oui, là on est à la fin. On n'est pas au début. Raoul est pénible, oui. C'est vraiment très différent de la comédie musicale. Oui. En fait, j'ai l'impression que avec tous les axes de lecture qu'on a sur ce roman, en fait, on s'y perd un peu. Il y a du gothique, donc d'un coup ça devient hyper sublime, hyper beau, hyper sensible, avec quand même ce rapport à la musique, ces descriptions musicales de la voix, des morceaux, du violon et tout, qui sont vraiment dignes des plus grands. Et puis on a encore cette enquête qui continue avec des effets de suspense, des effets où ça va vite, où il y a des trappes, où il y a des gens, où il y a le lustre, où il y a des accidents. On est dans un roman quand même fantastique parce que il y a ce crapaud qui sort de la bouche de la Carlotta, dans un roman d'amour, mais qui devient un triangle amoureux. Voilà, c'est quand même, il y a beaucoup de choses en fait, c'est très très dense, le fantôme de l'opéra. Voilà, donc et personnellement, pour l'instant, ma préférence va à la comédie musicale. Voilà, très clairement, je trouve que ils ont réussi à simplifier tout ça. Voilà, et si jamais l'épisode sera en replay, tout à fait. Les descriptions de Craig Gauthier me plaisent, mais les personnages en eux-mêmes un peu moins. Ah oui, mais les personnages... Et on n'a personne à qui s'attacher, en fait. Autant dans Notre-Dame de Paris, on s'attache quand même à tous nos personnages. Mais là, non, Raoul est le pire de tous. Les directeurs sont... ils sont faits pour qu'on se moque d'eux, donc on peut pas s'attacher au directeur. À la limite, il y a Madame Giry, l'ouvreuse, Mme Giry, à qui on peut s'attacher. Mais sinon, non. Le fantôme, pour l'instant, on est loin et tout, puis c'est quand même un antagoniste. Mais pour l'instant, c'est celui qui, moi, à la lecture, m'attire le plus de sympathie parce qu'il m'attire le plus de curiosité. Parce que je me dis, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Et puis il arrive à faire plein de choses. Voilà, il est intriguant. Donc pour l'instant, c'est le fantôme que j'ai envie de découvrir et de lire. Mais Raoul, Christine, oh non, c'est trop, c'est des drama queens, toutes là, ça va trop loin. Voilà. Donc, pour clôturer... Non, chut, Raoul, Christine, merci. Hop. Tac. Ah bah oui, tellement. Raoul, le stalker problématique, oh oui. Donc pour la prochaine fois, nous lirons des chapitres 13 à 21. Et le live sera la semaine du 3 novembre. Alors pour l'instant, je ne prévois pas de jour, je ne prévois rien. Je ne sais pas à quoi va ressembler ma semaine du 3 novembre. Peut-être même que ce sera le dimanche 2 novembre, en fin de journée. Parce que c'était quand même pratique pour moi les dimanches en fin de journée. Ou dans la semaine du 3, et je vous tiendrai au courant pour la suite de notre lecture commune autour du Phantom of the Opera. Ah ouais.
mais personne n'est à la hauteur de la Cathy. Bah oui, ça c'est vrai. Elle est là, notre Catoche. Voilà, on fait des histoires de fantômes et elle est toujours là, mais vraiment. C'est vrai que en fait, après Notre-Dame de Paris et les Hauts de Hurtebise l'année dernière, là, on sent que on est plus loin dans le siècle. Voilà, on sent qu'il y a plus de choses, on sent que c'est pas le même style, que c'est pas le même mouvement littéraire, ni que d'Émilie ni de Totor. Enfin voilà, on sent qu'on est vraiment à des endroits différents et que c'est pas les mêmes volontés. Et voilà, et je trouve qu'il y a des choses où on sent toute cette matière-là dans le fantôme, mais on sent qu'il y a aussi d'autres choses et des choses qui, moi, personnellement, me parlent moins. Voilà. Et il est 20h07, donc écoutez, je m'en vais avec mes petits chiens et ma petite famille. Et je vous remercie d'avoir suivi ce live qui était chaotique comme toujours. Le replay sera disponible dimanche sur YouTube. Et en attendant, vendredi 24, vous aurez l'épisode en avant-première du podcast sur les personnages verts. Voilà. Si vous vous abonnez à Patreon. Et sinon, vous l'aurez beaucoup plus tard. Et donc, on se voit la prochaine fois pour à nouveau parler de Raoul et Christine. Merci à vous. Bonne soirée. À très vite.